Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. Aujourd'hui, nous commenterons évidemment l'actualité nationale et internationale, si le temps nous le permet, avec des journalistes ivoiriens. Et pour ce faire, j'ai en ma compagnie Monsieur Cissé Sindou, qui est le rédacteur en chef du quotidien Nord-Sud. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk. Bonsoir. Juste à côté de vous, Monsieur Germain Sewé du quotidien Notre Temps. Bonsoir. Quotidien Le Temps, bonsoir. Le Temps, pardon, excusez-moi pour le fait, le quotidien Le Temps. Et puis en face de vous, le directeur général du quotidien Magazine par moment, je crois, l'intelligent d'Abidjan, Monsieur Alafé Wakili. Bonsoir, bienvenue dans le Grand Talk. Merci. Et puis un habitué de notre plateau, Monsieur Assalé Tiemoko, directeur général de l'Éléphant déchaîné, bi-hebdomadaire ivoirien. On va mettre les pieds dans le plat et parler maintenant forcément des élections générales et l'actualité, vous le savez tous, c'est cette revision de la liste électorale à quelques mois de l'élection présidentielle 2015. Alors, Monsieur Alafé Wakili, alors pourquoi on a mis autant de temps, selon vous, pour procéder à cette révision de la liste électorale ? Il y avait un certain nombre de choses à régler qui ne l'étaient pas. Il fallait mettre en place une nouvelle CEI. Ça a pris du temps. C'est fait maintenant. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'en principe, la révision de la liste électorale devait se faire de façon plus régulière. Chaque année. Et voilà, annuellement, ça n'a pas été le cas. C'est dommage. Il faut peut-être que nous sortions justement de ces situations de crise et de transition pour parvenir à mettre à jour de façon régulière et permanente la liste électorale. Je ne sais pas si tout a été finalement réglé lorsque le processus a été lancé, mais on constate qu'il y a aussi une polémique autour, il y a une mobilisation qui n'est pas unanime et nationale, comme peut-être en son temps pour cette même opération. Alors tout à l'heure, on va tenter de comprendre les raisons pour lesquelles la mobilisation est aussi faible auprès des Ivoiriens pour aller justement s'inscrire ou aller vérifier en fait leur nom sur la liste électorale. Mais selon vous, Monsieur Assalé Tiemoko, pourquoi on a mis autant de temps pour en arriver là? Il ne nous reste plus que 5 mois et est-ce qu'on va tenir ne serait-ce que les délais de la révision de cette liste électorale? Non, je pense que c'est un peu ce que Alafé vient d'expliquer. Il y avait un certain nombre de mécanismes à mettre en place, mais vous savez que depuis la fin de la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire est en permanence dans une situation d'urgence et que toutes les questions à traiter sont des questions d'urgence. Et donc, on a attendu de discuter avec l'opposition, régler un certain nombre de choses avant de mettre en place le processus de révision de la liste électorale. Il a fallu faire le choix d'un opérateur, tout ça, ça a pris du temps. Et donc, je pense que c'est toutes ces choses, les unes mises dans les autres, qui ont fait que nous avons perdu tout ce temps. Et aujourd'hui, la chose est lancée, mais la communication qui est autour est tellement timide, à mon sens, qu'il n'y a pas de mobilisation sur le terrain. Et tout le monde fait le constat que ça ne marche pas réellement. Monsieur Cissé Sindou, est-ce que la CEI pourra tenir les délais du 30 juin, puisque en un mois, réussir à réviser cette liste électorale? Il faut d'abord rappeler que c'est un processus d'actualisation de la liste électorale, donc de la liste électorale de 2010, auquel on va ajouter les nouveaux majeurs et ceux pour d'autres raisons. Qui n'avaient pas pu être inscrits sur la liste de 2010. Voilà. Donc il y a des prévisions qui sont faites. Le président de la CEI a tablé sur 3 millions de personnes. Mais sur le terrain, nos reporters ont interrogé des responsables de la CEI qui ont dit que même avec 1,5 million, ils auraient atteint leurs objectifs. Je pense qu'en un mois, s'il y a une meilleure communication, on peut boucler cette opération. Au quotidien, le temps, quelle analyse avez-vous fait justement de ce retard dans la révision de la liste électorale? Mais il faut dire que d'abord, l'organisation des élections, ce n'est pas une mince affaire. Donc la structure qui est en charge de cette opération, il y a un certain nombre de mécanismes qu'il faut d'abord réguler. Et puis bon, si on estime qu'on a atteint le maximum de vitesse, alors on peut avancer. Mais je crois qu'aujourd'hui, la décision qui a été prise ne peut pas satisfaire tout le monde. Pourquoi, selon vous, elle ne peut pas satisfaire tout le monde? Parce qu'il y a eu un choix, je dirais, inéquitable sur le terrain. Il y a eu
des sites d'enrôlement qui ont été faits, qui ne sont pas équitables. Il y a en 2009, par exemple, où il y a eu le recensement véritable, il y a eu, qu'on appelle ça, on avait 11 000 sites d'enrôlement. Et aujourd'hui, la CEI a choisi 2000 sites. Vous voyez le gouffre qui existe. Ça veut dire qu'il y a toute une population entière qui ne s'est pas prise en compte. On parle de sites mobiles, des gens qui vont se déplacer pour aller de village en village. Mais est-ce que ceux-là seront vraiment efficaces? Est-ce qu'on a assez de temps pour qu'ils puissent combler ce vide-là? C'est pourquoi je parle de répartition inéquitable. Vous trouvez il y a des gens que... qui sont laissés pour compte. Beaucoup de gens. Il faut dire qu'on a d'abord une liste qui est déjà sanctuarisée, celle de 2010. Et il s'agit d'ajouter les nouveaux. Maintenant, si on est d'accord que celle de 2010 est sanctuarisée et elle a été l'objet d'un consensus et que dans tous les cas, les nouvelles inscriptions atteindront peut-être 1 million maximum ou 1,5 million, comme il a dit, on peut penser que la CEI a dit ce n'est pas l'ensemble de la population qu'on doit enrôler pour cela et que les 2000 sites pouvaient suffire par rapport au fait qu'on reprenait à zéro en 2010, c'est ce qui avait fait qu'on avait eu 11 000 sites. Donc la cible n'est pas identique par rapport à 2010. Alors, oui, vous voulez dire non, à cela, je voudrais ajouter que aujourd'hui, ce n'est pas le problème d'accès aux sites qui se pose. La répartition des sites ou des bureaux d'enrôlement, c'est perfectible. Pour le moment, il y a un problème d'engouement et de mobilisation que nous reconnaissons tous. Donc, si dans une semaine ou 2 semaines, on sent la CEI qui est forcément dans une dynamique, constate que sur le terrain, il y a des requérants qui n'ont pas accès au site d'enrôlement, ou bien peut-être qu'on peut créer de nouveaux bureaux. Donc, c'est un processus qui est perfectible. Alors, je pense qu'il y a un élément qui est très important. Tout à l'heure, quand on parle d'engouement qui manque, ça veut dire que c'est au plan national que l'engouement manque. Donc, au plan national, ça veut dire que c'est tous les partis politiques et les militants qui sont concernés. Alors, M. Afil Guessan, justement, a demandé ne serait-ce qu'une rallonge encore de 30 jours sur cette révision de la liste électorale, ce que pour l'instant, la CEI n'a pas accordé. Non, ce n'est pas les 30 jours qui vont déclencher l'engouement de la population. J'avais pris la parole pour expliquer quelque chose. C'est que le préalable, c'est la reconnaissance même de la CEI en tant que telle. La CEI, aujourd'hui, c'est une structure qui est présentée de telle façon qu'elle ne peut pas satisfaire les Ivoiriens. Parce que... Qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement à la CEI actuelle? Mais la CEI actuelle est pro-gouvernementale. Quand on voit les membres, les 17 membres qui constituent la CEI, donc véritablement, quels sont les représentants de l'opposition, de sorte que les gens aient confiance? Parce que la question, c'est une question de confiance. Si aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en 2010, nous avons à la tête de la CEI la même personne qui a fait que la Côte d'Ivoire a basculé dans ce que nous avons connu, mais ça pose un problème de confiance. Alors pour vous, évidemment, donc, ce manque d'engouement pourrait s'expliquer aller sur le terrain, aller s'enrôler. La CEI est pro-gouvernemental. Alors, M. Sandou, moi je regrette... l'opposition ivoirienne a réclamé à corps et à cri le départ justement de M. Youssouf Bakayoko, le président actuel de la CEI. C'est inimaginable. Ce départ n'a jamais été obtenu. Est-ce que cela n'expliquerait pas Non, je regrette, mais on n'en est pas là. Je regrette, on n'en est pas là. Il ne s'agit pas aussi d'une quelconque légitimité ou autre chose de ce genre de la CEI. Non. Sur le terrain, sans distinction d'opinion ou d'appartenance politique, les populations disent qu'elles ne sont pas informées. Voilà. C'est pourquoi j'adhère à l'idée de renforcer la communication. Pour vous, en tout cas, pour l'instant, c'est juste une question. Voilà, donc il ne s'agit pas. Les débats de reconnaissance de la CEI, ça c'est dépassé. On va tenter de comprendre. Voilà. La population, c'est ce qui peine. Ok, on va essayer de savoir. Monsieur Assalé Timoko, est-ce que c'est la tête de Monsieur Youssouf Bakayoko qui pose problème, puisqu'on a l'impression que les Ivoiriens sont encore traumatisés par cette crise post-électorale de 2010 et que les séquelles subsistent encore? Non, moi je pense qu'on a dépassé ce débat
de changement de président de la CEI. Je pense que l'opposition aujourd'hui est à un niveau de demande d'équilibrage de la CEI, pas forcément la tête, puisque dans la plateforme de revendication qu'ils ont faite au niveau de la coalition nationale pour le changement, je ne pense pas qu'ils demandent qu'on enlève la tête, la CEI, qu'on mette un autre individu. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il soit suffisamment représenté, que les choses se passent dans une certaine transparence. Alors, la question, c'est comme Meïté Sendou l'a dit, c'est de faire en sorte que les populations aient confiance même dans le processus qui est mis en place. Elle l'a dit, il y a d'abord la liste qui est déjà sanctuarisée de 2010, de laquelle il faut expurger quand même les personnes qui ne sont plus en vie, pour ne pas qu'on retrouve des gens décédés qui soient en train de voter, et puis mettre les nouveaux majeurs et puis toutes les personnes qui n'ont pas été prises en compte en 2010. C'est ce processus qu'il faut faire. Mais les choses ont été lancées dans un environnement tel que aujourd'hui les populations ne se sentent pas pratiquement concernées par ce qui se passe. Et c'est ça le gros problème. Donc c'est tout le monde, l'opposition et ceux qui sont au pouvoir, qui doivent se mettre ensemble pour remobiliser les Ivoiriens, leur demander d'aller s'inscrire parce que ce qui arrive là, c'est un enjeu qui est extrêmement important. Il s'agit de voter un président de la République. C'est celui qui décide de l'avenir du pays. Donc il y a quelques revendications, c'est vrai, mais je ne pense pas que ce soit lié forcément à la personnalité du président de la CEI. Alors, monsieur Alafé, on revient sur monsieur Alafé. Qu'est-ce qui pourrait expliquer justement ce manque de mobilisation, ce manque d'engouement? Oui. D'abord, je voudrais préciser que toute cette situation implique que désormais, notre pays doit se mettre au système informatique et électronique. Vous voyez, il a parlé tout à l'heure des gens décédés ou disparus. Moi, je pense que ça, je ne sais pas qui va venir signaler que telle personne est décédée. Il faut l'extrait de la liste. Donc, il faut 3000 morts. Oui, il faut un dispositif qui permette que ce travail se fasse de façon automatique. Il faut un fichier d'état civil central avec l'identification des Ivoiriens, avec aussi le recensement de la population. Lorsque un citoyen ivoirien décède, si c'est un électeur, automatiquement, il est mis hors du circuit. Ça, on peut le faire, on n'a pas besoin vraiment de se mettre en rang, de communiquer pour ça. Maintenant, quand quelqu'un voyage, quand il va aux États-Unis, en France, il n'est plus en Côte d'Ivoire, il est ailleurs. En attendant qu'il aille s'inscrire là-bas, s'il est sorti du pays, on doit pouvoir vérifier les mouvements des populations. L'Ivoirien qui est hors du pays pendant 3 mois ou 6 mois, nous devons pouvoir l'identifier, le vérifier et puis faire les choses. Maintenant, pourquoi aujourd'hui il y a problème? Voilà, pourquoi justement il y a un manque d'engouement en fait? Assed Djomoko a été peut-être gentil avec le président Bakayoko par rapport aux revendications de la CNC, mais je pense que dans leurs revendications, il y a rééquilibrage, mais il pose la question du principe. Selon eux, le président Youssou Bakayoko était là pour les élections de sortie des crises, d'une part, et d'autre part pour un mandat de 6 ans qui n'est pas renouvelable. Donc, ils sont sur une question de principe. Mais en même temps, ils savent qu'il y a des délais incompressibles. On a l'élection en octobre, et 2 mois avant, la liste doit être bouclée, on doit l'afficher et tout doit être prêt. Donc, malgré leur hostilité à la présence de M. Bakayoko à la CEI actuelle, ils n'ont pas eu le choix que d'appeler leurs partisans et les Ivoiriens à se faire enrôler. Donc, il y a une forme de contradiction, il y a une forme de jeu dangereux qui fait qu'on se fait enrôler sous cette CEI parce qu'on se dit, bon, il y aura un délai à partir duquel on ne pourra plus rien faire. Donc, allez-vous faire enrôler. Mais même cette CEI qui enrôle, on ne souhaite pas que ce soit elle qui organise l'élection. Et ce genre de discours trouble les électeurs. Et aussi, on se dit, est-ce qu'ils sont clairs? Parce que si vous ne souhaitez pas qu'elle organise l'élection, on se fait enrôler pour rien. Et il y a d'autres qui se disent, dans tous les cas, Youssou Bako ne restera pas jusqu'à la fin. Donc, ils attendent une nouvelle CI. Donc, il y a un discours qui n'est pas très cohérent. Il y a un double jeu, si on peut le dire, qui joue à démobiliser. Il y en a qui sont convaincus qu'il suffit de maintenir la mobilisation, il suffit d'insister, ils parviendront à obtenir le départ de Youssou Bakayoko. Dans ce cas, pourquoi quand ils demandent aux gens d'aller se faire enrôler, vous voulez que les gens se fatiguent lorsqu'ils se disent que ça peut être repris aussi après? Voilà le problème. Donc, il faut revoir la communication. On va tenter de terminer. Si c'est Sendou, oui. Non, moi, je crois qu'il faut dissocier. Il faut absolument dissocier les raisons du manque d'engouement des revendications de la CNC. Il n'y a pas de lien, moi pour moi. Et si on veut en parler, moi je dirais que la CNC se réveille tardivement.
Hein, le frère Alafé l'a dit, on est à quelques mois de l'élection. Qu'est-ce qui, alors que les reports, les différents reports qui nous ont conduits à cette situation d'aujourd'hui sont dus notamment aux revendications de l'opposition qui ont été prises en compte. Aujourd'hui, on a une CEI où l'opposition est représentée, la société civile est représentée, tous les acteurs majeurs, toutes les composantes de la vie sociopolitique sont représentés. Donc, moi, on ne va pas recommencer éternellement. On va aller aux élections, que la CNC le veuille ou pas. La Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter. Il faut qu'on aille aux élections. Voilà. Non, je voudrais d'abord dire que d'abord, il n'y a pas d'opposition au sein de la CEI. Ceux qui sont au sein de la CEI, ce sont des collaborateurs du gouvernement. Ce sont ses amis qui sont à la CEI. De deux, comment voulez-vous que quelqu'un, à cause de qui il y a une situation dramatique, on le maintienne là et que la population se dise, si la même personne est là, et que je me fasse enrôler, mais c'est la même chose, c'est pour dire. Les mêmes causes pour produire tous les mêmes effets. Bon, espérons évidemment que cela ne produira pas les mêmes effets. Mais on va poursuivre avec un fait d'actualité, notamment la fraude sur l'identité. Hein, on a récemment prise le dernier cas en date, une femme qui a été arrêtée à Boaké avec près de 5000 cartes d'identité. Après, le chiffre est tombé. Mais vous avez réalisé au niveau de l'éléphant déchaîné une enquête justement sur cette fraude massive sur l'identité. Oui, effectivement, c'est une réalité qui, moi, me désole quand je vois la façon dont les autorités la traitent. Parce que, le gouvernement semble très silencieux. Voilà, le gouvernement semble très silencieux, même très embêté devant cette question. C'est vrai que des confrères ont annoncé que 500 000 cartes d'identité frauduleuses ont été saisies sur une femme qui partait à Soubré. Après, le quotidien gouvernemental a dit qu'il ne s'agissait pas de 500 000, mais plutôt d'environ 196 cartes qui avaient été saisies, mais qui sont quand même des cartes qui sont fausses. Alors, la réalité est telle qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous avons fait une enquête l'année dernière, sur près de 11 mois, et nous avons découvert qu'il y a tout un système qui est mis en place ici en Côte d'Ivoire. Parce que là, on fait croire que ça vient du Ghana, ce n'est pas du Ghana. C'est ici en Côte d'Ivoire que toute la machine a été installée. Tu fabriques, nous on l'a dit, tu fabriques en moyenne 2000 cartes d'identité fausses par jour. Hein, et c'est avec ces cartes-là qu'aujourd'hui, on parle de recensement, on parle d'enrôlement, que ces gens-là sont en train de distribuer pour pouvoir se faire enrôler sur la liste électorale. C'est une réalité. Quand on a fait l'enquête, il y a eu une petite réaction de la part du gouvernement qui nous a envoyé des commissaires de police, les renseignements généraux nous ont contactés, mais ça n'est pas allé loin. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'au moment où on parle d'enrôlement, subitement, l'histoire des cartes d'identité dont on a parlé il y a 2 ans surgit. Ça veut dire que des gens se sont arrangés pour avoir des cartes d'identité orange, celles qui sont en vigueur aujourd'hui, qui ne sont pas détectables par la police. Hein, et qui ne sont pas détectables par les agents de la CEI ou bien de ceux qui vont faire les enrôlements. Non, tu viens de t'asseoir, à ces cartes-là, tu t'enrôles sur la liste. Sur la liste ivoirienne. L'ONI a quand même fait un reportage sur la télévision ivoirienne pour dire que la carte nationale d'identité ivoirienne n'est pas falsifiable. Oui, mais ça c'est ce que l'ONI dit. L'ONI, je rappelle. Mais moi, je me suis fait fabriquer. C'est l'Office national de l'identification. Moi, dans cette enquête, je me suis fait fabriquer une carte d'identité nationale qui est fausse, avec laquelle j'ai circulé à Abidjan, que j'ai montré à des policiers, mais je ne me posais aucune question. Parce qu'ils n'ont aucun matériel pour détecter qu'elle est fausse. Voilà. Donc, l'agent de la CEI qui va recevoir le pétitionnaire qui est devant lui, ces cartes-là, il n'a aucun moyen de détecter qu'elle est fausse. À moins qu'on lui donne un détecteur X pour savoir ça. Non, il s'enrôle et puis il devient ivoirien. Monsieur Alafé, alors justement, parce qu'il y a une grosse suspicion qui pèse justement sur cette fraude à l'identité qui pourrait constituer, selon certaines personnes, un électorat pour la victoire d'Alassane Ouattara pour la présidentielle. Oui, je pense qu'il faut être vigilant. C'est vrai, il y a des dangers, c'est vrai, mais quand Saleh Tchemoko circule avec une carte d'identité ivoirienne fausse, c'est plus facile pour lui de circuler avec ça que peut-être un autre Ivoirien. Lui, c'est Saleh Tchemoko. Il peut faire l'enquête. Non, lui, c'est Saleh Tchemoko. Mais un policier, peut-être. Lui, et puis lui, c'est un policier, et puis il est serein, il est ivoirien. Il est enquêteur, c'est un journaliste. Il est serein, mais lui qui a fait le faux, sa sérénité ne pourra pas être identique à celle d'Saleh Tchemoko. Il sait que si on le prend, si le policier prend, il regarde, il dit non. Il est serein. Après, et puis il dit, mais attends, tu m'emmerdes. Non, mais non, je vous assure. 1. Et 2, je vous donne un exemple. Moi, j'étais à Paris.
Le permis ivoirien, je conduisais, on me l'a pris et on a vérifié pendant 1 heure de temps, un jour à 22 heures en France, pour voir si mon permis était authentique. Ça peut se vérifier si je donne les références. De Paris à la Côte d'Ivoire, à 22 heures, pendant 1 heure de temps, ils ont pu authentifier mon permis il y a seulement un an et demi. On est d'accord là-dessus. On continue. On va essayer de résumer. Il y a certes des problèmes. Les Ivoiriens, dit-on, sont les champions du broutage sur le net. Mais il ne faut pas faire croire qu'il y a une industrie de faux à ce point. Oui, une industrie de faux. 2000 cartes par jour, ça fait 60 000 mois et ça fait 1 an, 2 millions de cartes. C'est-à-dire qu'il y a même plus de fausses cartes. Si on s'en tient à cette industrie, il y a plus de fausses cartes qui circulent dans ce pays que de vraies cartes. Ce n'est pas possible. Il y a du faux, oui, ça existe. Il a fait son enquête, oui, ça existe. Mais il n'y a pas 23 millions de faux Ivoiriens, de faux papiers. Nous sommes 23 millions. L'idée était de savoir. Nous sommes 23 millions ici. L'idée était de savoir. L'idée, monsieur Alafé, était de savoir est-ce que notre police a les moyens de détecter une fausse carte d'identité. On arrive à détecter les gros dealers des drogues qui passent ici. Oui, mais bon, ça existe. On peut. Vous savez. Ce n'est pas tous les jours. Justement, il faut faire attention au délit de faciès. Sur quelle base? Parce que lui, il a salé Tiemoko à l'époque avant. Mais sur quelle base on va détecter? Mais je pense qu'il y a un minimum. La LONI qui a fait un nouveau formulaire, il y a des stickers. Ça se vérifie au niveau des impôts, au niveau de la douane. Les documents administratifs sont sécurisés. Au niveau du tribunal, il y a un nouveau certificat de nationalité qui existe. Même dans les mairies, on ne peut pas falsifier les extraits de naissance. Comme ça, on peut détecter un faux en matière d'extrait de naissance si on le veut. Donc, on va aller du côté de tout est dangereux. Je vais juste ajouter un truc. Je veux dire que ce qu'elle a fait dire, il y a peut-être une part de vérité dedans, mais il y a aussi une chose qu'il faut préciser. Il y a une base de données de l'ONI. Le policier qui est sur la route, qui contrôle les pièces d'identité, tu montes dans la voiture pour contrôler les pièces d'identité. Il n'a pas un appareil qui lui permet à partir de savoir, d'avoir la base de données pour savoir que celui-là, c'est authentique ou pas. Le permis de conduire dont il parle. Moi, je me suis fait fabriquer un permis de conduire à 20 000 francs à Djamé. On a roulé à ça à bien ici. Le policier ne sait pas que c'est un faux permis de conduire. Le certificat de visite technique. Oui, mais le certificat de visite technique, on a fabriqué des faux. On a roulé à Abidjan avec ça. Le policier, il a regardé toutes les pièces, il a dit c'est authentique, allez-y. Voilà. Donc, non, mais voilà, il faut reconnaître quand même que notre police n'est pas outillée sur le terrain pour détecter les vrais de faux, au-delà du délit de faciès. Au-delà du délit de faciès. Oui, monsieur Sindou. Oui, ce débat-là, il faut reconnaître qu'il est propre. Ce débat et la substitution dont vous avez parlé sont propres aux périodes préélectorales. Chaque année, en tout cas, à chaque fois qu'il y a des élections en Côte d'Ivoire, c'est le type de polémique qui naît. Moi, je ne remets pas en cause l'enquête de l'éléphant déchaîné. Est-ce que vous avez enquêté là-dessus? Parce que quand, évidemment, la presse gouvernementale, notamment Fraternité Matin, affiche à la une, justement, que près de 196 cartes d'identité ont été saisies, est-ce que vous, en tant que Nord-Sud, vous avez mené l'enquête pour en savoir un peu plus? Ça, ce sont des faits. Moi, j'ai été en contact avec les parents de la dame en question. Elle a été arrêtée à Gagnoa et elle avait des pièces, un lot de papiers, des pièces d'identité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces pièces, contrairement à ce qu'on pense, étaient accompagnées de puces et seraient destinées à une opération d'abonnement téléphonique. C'est pourquoi moi je ne souhaite pas qu'on reste dans la spéculation ou dans la supputation. Vous voyez. Non, pour terminer, c'est que je veux terminer. Je voudrais ajouter, pour ceux qui auraient des doutes, pour ceux qui auraient des inquiétudes. Mais il y a un fait qui doit les rassurer. Le fait que la police, les forces de l'ordre dont on parle, c'est la gendarmerie qui a arrêté cette dame. Ça veut dire que quelque part, il faut faire confiance à nos forces de l'ordre. Nulle part au monde, on pourra dire qu'il n'y a pas de... On l'a arrêté. On l'a arrêté parce qu'elle avait... Voilà, mais on parle de 500 000 quand même. Est-ce qu'on peut cacher 500 000 cartes? Ok, on aura le temps. On finit très rapidement avec je crois que c'est la négligence le temps sur cette question qui nous amène dans le gouffre. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas nouveau que nous soyons confrontés à ce genre de choses. Bien avant les élections de 2010, même le journal gouvernemental a fait des enquêtes pour dire qu'il y avait la fraude sur la candidature ivoirienne. Donc, chaque fois, ça... C'est un phénomène récurrent, selon vous. Ça revient chaque fois. Mais ce que je veux dire par rapport aux fraudeurs, ne croyez pas que les fraudeurs, c'est des novices.
il y a des ingénieurs parmi, il y a des professionnels. Et donc des gens qui ont la possibilité de faire mieux que qu'on appelle ça, ceux qui sont officiels. Donc si quelqu'un produit une carte d'identité fausse, qui est apparemment identique à la normale, écoutez, qu'on ne s'étonne pas. Si on s'étonne, c'est que soi-même, on n'a pas informé. On revient dans un instant. Et puis par rapport à la sérénité, par rapport à la sérénité, je vais dire que ce n'est pas tous ceux qui sont dans le faux qui perdent leur sérénité. Il y a des gens qui sont séréns, même dans le mensonge, dans le faux. Mais l'absence de fraude, zéro, n'existe nulle part. Je vous rappelle c'est des faits ordinaires. Nous revenons juste après cette pause pour la deuxième et dernière partie du Grand Talk. À tout de suite. La team. Bienvenue dans votre nouveau programme sur Vox Africa. Il raconte quoi celui-là? C'est ça, on le dirait s'il vous plaît. Tu as sorti un souvenir de casse, c'est top. Comme vous le savez, mon sac, il est magique. Il crée des choses, mais vraiment extraordinaires. Tu n'as pas arrêté, tu étais dedans. J'étais dedans. Moi, je danse. C'est un moment de solitude. De solitude extrême. J'étais soigné, mais vraiment. Tout ce n'est pour briller. On a fini par y arriver. Notre heure de gloire a sonné. Champion d'Afrique. Découvrez la nouvelle émission jeunesse de Vox Africa, La Team, présentée par Sheden et ses chroniqueurs. C'est tous les samedis à 15h30 GMT sur Vox Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième et dernière partie du Grand Talk. Si vous n'étiez pas des nôtres dans la première partie, nous avons évidemment et longuement parlé avec nos amis journalistes de la Commission électorale indépendante. Nous allons maintenant, dans cette deuxième partie, attaquer 3 sujets très importants, notamment l'union sacrée de l'opposition et surtout les élections présidentielles. Mais nous allons tout de suite parler de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants. Est-ce qu'on a fini d'enlever toutes ces poches d'ex-combattants à travers l'ensemble du territoire ivoirien? Selon les chiffres communiqués cette semaine par M. Fidel Sarasoro, qui est le directeur de l'ADDR, sur 64 000, plus de 64 000 ex-combattants référencés, plus de 54 000 ont été totalement réintégrés. Il reste environ 10 000 et nous sommes à encore 2 semaines en moyenne de la fin de l'opération. Je pense que c'est une avancée notable et il a rassuré que même si à la fin du mois, il reste encore des ex-combattants qui sont dans le circuit, des mécanismes seront mis en place pour les accompagner jusqu'à la fin de leur réintégration. Donc, je pense que... En tout cas, vous semblez suivre de très très près, évidemment, toutes les actions de l'ADDR. Mais est-ce que c'est la même analyse qu'on a au quotidien Le Temps? Pas véritablement, mais je vois que ici, nous sommes là en tant qu'interprètes de l'actualité. Et en tant que tel, il y a un débat important que nous ne devons pas esquiver. Et ce débat est lequel? C'est que, est-ce que les gens sont insérés? Est-ce que les armes ont disparu ou ont été récupérées? Ça, c'est 2 problèmes. Il y a le problème des armes, qui est qu'il y a beaucoup d'armes dans la nature. Parce qu'avant la guerre, on a distribué des armes à des gens, à beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont reçu beaucoup d'armes. Et tout ce monde-là n'a pas combattu. Il y a certains qui ont gardé les armes, pas pour aller au combat, mais pour braquer ou bien pour être des coupeurs de route. Ceux-là ne sont pas signalés. Le phénomène des coupeurs de route a sensiblement diminué. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus, même si par moment... Je voudrais donner un exemple pour dire que la situation est préoccupante. Quand je prends le cas de la grève des enseignants, quand il y a eu la grève, on a vu des gens à l'intérieur du pays, des enseignants, qui sont rejoints, qui ont été attaqués dans leur maison par des hommes en armes. Donc ça veut dire que des gens ont gardé des armes. Et ceux qui ont eu plus d'une arme, peut-être qu'ils peuvent venir déposer une arme, mais 2 armes. Puis il peut rester 5 à la maison ou bien enfouis sous la terre. Pour vous, pour l'instant, au niveau de Le Temps, vous
croyez qu'il y a encore beaucoup d'armes en circulation? Il y a beaucoup d'armes en circulation et les gens pour cachent les armes, non seulement, comment on appelle ça, pour les propres besoins personnels, mais bon. C'est devenu un gagne-pain, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'opposition Soro-Ahmed Bakayoko. Donc, ce sont deux clans qui refusent véritablement et pratiquement de se faire désarmer. On ne va pas revenir justement sur cette polémique Soro, Guillaume et Ahmed Bakayoko. On n'a pas l'après-guerre qu'on analyse. Pour vous, évidemment, c'est deux quand même. Mais ça fera l'objet peut-être d'un autre débat. Monsieur Alafé, alors vous, quelle analyse faites-vous justement des progrès réalisés par la DDR? Je pense que les efforts sont faits, il reste encore à en faire. Je ne suis pas aussi alarmiste que le frère Germain Sewé, mais nous devons rester vigilants et l'opposition doit continuer à demander des garanties pour que la présence de quelques ex-combattants, on parle de 10 000 qui restent, mais vous savez, même avec 500 ou 1000 personnes, on peut faire un grabuge. Donc déjà 10 000, c'est beaucoup. Il faut faire le maximum pour les réinsérer et trouver des activités pour eux. Étant entendu que même si les 64 000 sont insérés et qu'on peut créer après de nouveaux combattants, on peut en avoir 500 000, 2 000. Donc ce n'est pas ça. Le principal problème, c'est de créer les conditions d'un consensus politique, d'un accord de tout le monde, afin que le recours à la violence et le recours aux armes ne soit plus quelque chose d'accepté et de toléré. Il faut se méfier de la théorie des chiffres. Il faut se méfier de la théorie des chiffres et des chiffres officiels. Nous sommes sur un terrain et il y a des problèmes, il faut les considérer. C'est vrai, bon, l'ADDR, ceux qui en ont la responsabilité, ont fait des efforts. Mais cela n'empêche que sur le terrain, il y a problème. Les armes sont dans la nature, je le dis, je le répète. Bon, on ne peut pas trouver non plus toutes les armes qui sont dans la nature. Monsieur Assalé, je ne nie pas le fait que sur le terrain, il y ait encore des armes et autres. Mais il ne faut pas oublier le fait que l'ADDR même s'inscrit dans le cadre d'un vaste processus de normalisation du pays qui a commencé depuis la fin de la crise post-électorale et qui concerne tous les domaines. Aujourd'hui, les problèmes dont le frère parle rentrent dans le cadre de la sécurisation ordinaire du pays. Mais ça va se poursuivre. Mais vous-même, vous avez relevé qu'il y a une nette amélioration. Il y a quelques progrès qui sont faits. Mais est-ce que ces progrès sont faits à rassurer l'opposition et notamment la question que je pose. Bon, alors, monsieur Assalé, oui. Quand on parle de l'ADDR, je me demande, ceux qui ont été réinsérés et dont les chiffres sont évoqués, ça concerne quel camp au juste? Parce qu'il y a deux camps qui sont affrontés. On a vu les miliciens pro-Gbagbo qui, avant la crise post-électorale, couraient dans toutes les rues d'Abidjan. On sait que ces gens-là ont reçu aussi des armes. Et puis, il y a eu l'affrontement, il y a eu un vainqueur qui a récupéré le pouvoir. Aujourd'hui, on parle de désarmement, de démobilisation, de réinsertion. Mais on a l'impression que ça ne concerne que le camp Ouattara seulement, cette ADDR. Et les miliciens, ces milliers... On va laisser terminer. On va je vais continuer. Il va continuer. Je vais lui donner juste les chiffres. Je vais dire, il va continuer. Je vais dire tous ces jeunes gens qui étaient à l'ouest. Attendez, monsieur, excusez. Tous ces jeunes gens qui étaient à l'ouest, qui étaient à Yopougon. Tous ces milliers de gens qui étaient à l'ouest, à Yopougon, ces jeunes gens qu'on a vus, qui étaient armés, qui étaient du côté Gbagbo Laurent et qui ont disparu dans la nature quand il y a eu la chute du régime Gbagbo. Aujourd'hui, où se trouvent-ils avec leurs armes? Moi, c'est la question que je pose. Mais Mao Bouffier dans le système avec ce que je voudrais signaler. Je voudrais rassurer. S'il vous plaît. Je voudrais rassurer le frère. Monsieur Germain Sewé, s'il vous plaît. Quel soutien extérieur? Mais ce que ils ne constituent pas une menace. Non, je veux dire que c'est marginal. C'est marginal. Est-ce que ceux qui ont pratiqué les armes est-ce que les pro-Gbagbo n'avaient pas d'armes? Il y avait quand même des miliciens pro-Gbagbo. Non, je ne dis pas cela. Oui. Avant même non, est-ce qu'ils n'avaient pas d'armes? La question est de savoir est-ce qu'ils avaient des armes? Il y en a qui avaient des armes. Bien sûr, oui. Qui ont disparu dans la nature. Qui ont disparu dans la nature. Oui, puis voir ça, c'est tout à fait normal. Oui, mais bon, on va terminer cette question de la DDR. Est-ce qu'ils sont intégrés dans la DDR? Moi, je suis venu avec les chiffres. Mais Mao Bouffier, il est partout dedans. Je suis venu avec les chiffres. Oui, allons-y. L'ADDR, contrairement aux inquiétudes du frère Assalé, est vraiment un processus inclusif. Donc,
Parce qu'au départ, c'était 74 000, plus de 74 000. On est venu à 64 000 parce que pour diverses raisons, il y en a qui ont quitté le pays et autres. Donc, il y a 10 000 qui ont disparu des fichiers. Mais sur les 64 000, il y en a qui sont là en Europe, d'autres sont allés dans les pays voisins. Il y en a même qui ont directement intégré le tissu social, ils ont des activités. Voilà. Il y a 23 449 éléments des groupes d'autodéfense sur les 74 000 qui avaient. Donc ils ne sont pas écartés, ils ne sont pas exclus. Dans les centres, ces éléments-là existent. Juste un fait. Sur les ex-combattants, qu'ils soient pro-Gbagbo ou pro-Ouattara, il y en a qui ne sont pas concernés par ce processus ADDR. La preuve est que quand les transporteurs ne sont pas concernés, ça veut dire quoi? Je veux dire que ça ne les a pas intéressés de faire autre activité que ce qu'ils faisaient avant la crise. Par exemple, vous avez des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de Baka qui sont en train de faire leur activité normale, mais qui ont leurs armes à la maison. Quand il y a des affrontements entre eux au monde des syndicats, que ce soit Trèche, Villers ou Yopougon, c'est des armes qui sortent. Mais ceux-là, ils ne sont pas intéressés par l'ADDR. Et donc tout ça, ça inquiète l'observateur que moi je suis. Quand on parle de l'ADDR, je me dis, mais tous ces gens qui sont... Quand on va à Bobo, il y a la ministre Anne Oloto qui a voulu faire une opération devant la mairie d'Abobo, mais elle a dû... sa vie doit être sauvée parce que la police est arrivée. Des gens ont sorti des armes. Et elle a dû se réfugier. Donc, tous ces jeunes gens qu'on voit au bord des routes, là, certains ont des armes gardées à la maison. Alors, et le phénomène des dozos, hein, puisque l'ADDR, justement, ne prend pas en compte ou a légèrement surfé sur le problème des dozos qui occupent encore le nord du pays, enfin occupés pas seulement le parce nord, qu'ils y sont... Ils sont partout maintenant. Ils sont chez moi là-bas. Alors, le phénomène des dozos, monsieur Alafé Ouakili, qui ne semble pas être un problème réglé totalement. Mais est-ce que c'est un problème? Je ne sais pas, les dozos existent depuis toujours, ils ont existé. Et puis, dans la crise, ils ont pris part à un moment donné. Aujourd'hui, ils sont retirés. Il n'y a pas d'affrontement et de combat. Certains souhaitent qu'ils soient totalement... C'est une philosophie et ce n'est pas eux tous qui ont des armes. Donc, il faut les réguler, il faut les contrôler, il faut les identifier. Ils doivent avoir une carte, il faut les profiler. Mais ce n'est pas des combattants au même titre que ceux qu'on est en train de réinsérer. Donc maintenant, il y a beaucoup de, je ne dirais pas fantasmes, mais il y a des forces qu'on prête aux dozos, il y a des capacités qu'on leur donne ou pas. Moi, je pense qu'il faut peut-être aborder le débat, la question avec sérénité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour conclure sur le sujet de la DDR, on peut dire, au regard et des analyses que vous faites, que ces élections pourront être sécurisés sur l'ensemble du territoire national et que tous les candidats, peu importe leur faciès, peuvent circuler librement pour passer leur message. A priori, on va faire un tour de table. On ne peut pas spéculer. On ne peut pas spéculer tant qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Par exemple, hier à Bobo, vous avez vu ce qui s'est passé. Des ex-combattants ont dû aller saccager le bureau des postes parce qu'ils réclamaient leur pécule. À Yopougon, près de 2000 étaient à la caserne BAE ont été pratiquement déguerpis de force, que ce soit au camp commando d'Abobo, que ce soit à Port-Boué. Ces gens-là, le président a donné un ultimatum, il ne doit pas être dans ces camps au 30 juin 2015. Mais on les a déguerpis. Où ils sont aujourd'hui? Parce qu'on leur a dit qu'il n'y a plus de matricule pour aller dans l'armée. Donc, alors que leur rêve était d'intégrer l'armée, c'est ce qu'on leur a dit justement. Aujourd'hui, ils sont dans la nature. Est-ce qu'on va pouvoir les réinsérer? Est-ce qu'ils vont se venger? Les armes qu'ils ont gardées par devant eux, est-ce qu'ils vont les rendre? Non, tout ça fait que la question pour vous, pour l'instant, c'est pas sûr que tous les candidats pourront circuler à travers tout le pays, qu'on n'ait pas une sécurité totale et maximale. On est encore à 5 mois, peut-être qu'ils mettront le boucher double pour que ça se fasse. Mais pour l'instant, quelques doutes subsistent. Alors, à la fin, sur cette question, pour terminer très rapidement, pour vous, la sécurité existe tout le monde pourra aller partout pour passer son message? Je ne dis pas tout le monde pourra aller, mais tout le monde doit pouvoir aller. Parce que tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait des élections sécurisées et incontestables. Celui qui va gagner a intérêt à ce que sa victoire ait eu lieu dans de bonnes conditions et non sous la pression, sous la violence et les menaces. Celui qui perdra aussi a besoin de cela pour être rassuré, pour dire qu'il a perdu normalement. Donc, je ne peux pas garantir que le contexte est déjà favorable, mais comme il a dit, il reste 5 mois, je souhaite que les conditions... Mais il y a quand même des indicateurs qui pourraient faire penser... La menace, si l'essentiel des diligences à régler dépend du gouvernement, il doit être conscient que, dans son intérêt,
sa réélection exige qu'il y ait la paix, la sécurité, la tranquillité, que tous les opposants, tous ses adversaires puissent aller sans entrave, sans aucune menace ni inquiétude partout. Si cela n'est pas possible, il sera mal élu ou réélu, et puis il ne sera pas possible pour lui de gouverner. Monsieur Germain Sewé, évidemment, sur la question de la sécurisation de ces élections, président en Côte d'Ivoire. Je pense que nous, c'est à partir des bribes d'informations que nous faisons nos analyses. Donc, à partir de cela, on peut savoir... À partir de rumeurs ou de bribes d'informations? Non, pas de rumeurs. Enfin, je veux savoir, est-ce que les bribes d'informations sont des rumeurs, sont des informations que vous avez vérifiées? Ce sont des informations partielles. Non, partielles vérifiées ou partielles rumeurs? Lorsque le récit laisse des zones d'ombre, ce que nous avons, nous, ce sont les fragments d'informations pour faire nos analyses, pour en tout cas d'interpréter la qualité. Un fragment d'information n'est pas une information complète. On doit être d'accord tous les deux. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur de la fragmentation. Des signaux qu'on voit. Ce n'est pas tous les signaux. Sinon, bon, alors, quels sont les fragments que vous avez? Les fragments que j'ai, tout à l'heure, on a parlé des dozos. Les dozos ont été légitimés par le pouvoir. Et on a été clair en disant qu'ils n'ont pas été pris en compte par l'ADDR. Or, les dozos aussi ont participé à la guerre. Ça veut dire qu'ils ont reçu des armes lourdes, des grandes armes. Or, il se trouve que ces dozos-là sont là. Et ils sont laissés pour compte. Et qu'ils pourraient peut-être constituer une menace pour... Toujours, on a vu le cas de Naïbli. Lorsqu'il y a, comment on appelle ça, des réfugiés de cette région-là ont été massacrés, les dozos étaient là. Ils sont partout. Moi, dans ma région, ils sont nombreux partout. Il y a quand même aussi les conflits dans le Mont Péco, mais on en parlera au cours de notre émission. On va terminer pour vous, évidemment. Aujourd'hui, est-ce que on va terminer sur ce sujet-là. Est-ce que les indicateurs peuvent laisser penser qu'il y aura de la sécurité pendant toutes ces élections? Oui, comme le frère Alafé l'a dit, je crois qu'il y a certaines inquiétudes qui relèvent du fantasme. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que les dozos ont disparu de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas à disparaître. C'est une confrérie. C'est d'abord une confrérie qui existe depuis des siècles et qui n'existe pas qu'en Côte d'Ivoire. Donc, qui a toujours existé. Oui, les dozos, à un moment donné, effectivement, on ne prie pas. Mais aujourd'hui, les dozos sont à l'ouest, ils sont au nord. Mais que font-ils? Ce que moi je constate, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les dozos qui ont pris les devants de la sensibilisation. Ils se sont organisés. D'abord, ils ont été identifiés en 2012 par le gouvernement. Il y a eu un recensement national. Et aujourd'hui, toutes les organisations de dozos qui ont été, avec l'appui du gouvernement et des partenaires, font de la sensibilisation, organisent des séminaires, organisent des campagnes pour appeler les dozos. En un mot, évidemment, il sera possible pour tous les candidats de pouvoir circuler librement sur l'ensemble du territoire pour faire... Si je me réfère à l'indice de sécurité d'aujourd'hui, par rapport à 2010, où le pays était moins stable qu'aujourd'hui, mais tous les candidats en son temps ont pu circuler partout dans le pays. Et 5 ans après, je crois qu'il y a eu une nette amélioration. En plus, vous suivez l'actualité, il y a tout un ensemble de dispositions qui est prise au niveau sécuritaire. Il y a les forces, les FRC, mais il y a l'ONUCI qui va appuyer le dispositif. En tout cas, on essaiera de recevoir sur ce plateau le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, pour parler évidemment de la sécurité autour de ces élections. Parlons toujours des élections. Et là maintenant, nous allons parler de cette opposition qui semble toute, quand on lit les différentes presses que vous animez, semble... comment je veux dire, n'a pas encore trouvé cette union sacrée. Alors, comment l'opposition ivoirienne pourra-t-elle faire cette union sacrée face, justement, au RHDP qui, lui, a déjà trouvé son candidat? Il y a deux forces essentielles, notamment dans cette opposition. L'Alliance des forces démocratiques pilotée entre griffes par M. Affi N'Guessan, et puis la CNC qui semble pour l'instant être portée par la voix de M. Mamadou Koulibaly. Alors, comment va-t-on arriver à l'union sacrée, M. Alafé? Pourquoi n'y arrive-t-on pas pour l'instant? On n'y arrive pas, mais d'après ce que moi je note, ça ne semble pas inquiéter l'opposition. Et je me dis aussi que ça ne devrait pas rassurer aussi le pouvoir. Parce que, je vous explique, les opposants sont divisés. Mais aucun des opposants ne soutient le pouvoir. Je vous explique. Affi n'est pas avec le CNC, n'est-ce pas? La CNC. La CNC. Affi n'est pas avec la Commission nationale pour le changement. Mais Affi dit que le président Ouattara et le gouvernement actuel doivent partir. La CNC dit que le président Ouattara et le gouvernement actuel doivent partir. Ça, c'est la rhétorique. Non, ce n'est pas de la rhétorique. Ils sont divisés. Maintenant, le pouvoir, est-ce que
est-ce que le pouvoir en tire un profit? La division, en général, on dit on divise pour régner. C'est vrai, tu divises pour régner, mais lorsque les gens vont aller au vote, les ayant divisés, c'est-à-dire chacun est divisé, mais il a sa voix, aucune de leurs voix ne te parviendra. Donc, s'ils sont beaucoup et divisés et que ça sort de chez toi, je ne peux pas penser qu'à un moment donné, le fait que l'opposition soit divisée, surtout qu'on a un soutien majoritaire à 2 tours, ou bien il faut avoir une majorité, c'est pas comme au Togo, où tu peux être élu à 35% au premier tour. Ici, là, il faut forcément 51%. Donc, si tu as beaucoup d'opposants qui sont nombreux, même s'ils ne sont pas unis, ce n'est pas évident qu'étant au pouvoir, ça puisse être profitable. Alors pour vous, évidemment, il y a une partie de l'opposition qui fait cette analyse et je crois aussi que le pouvoir est conscient que... Mais est-ce que ça, quand même, ça n'ouvre pas, monsieur Saletier Moko, un boulevard, une autoroute sans limitation de vitesse au candidat Alassane Ouattara? Non, je ne crois pas. Moi, j'ai reçu, dans le cadre de notre rubrique débat démocratique, le vendredi dernier, le professeur Mamadou Koulibaly, et on lui a posé clairement la question, est-ce que la coalition nationale pour le changement, arrivera à aller en rang serré face au candidat du RHDP qui est présenté comme une sorte de monstre, enfin le RHDP en tant que tel, quoi. Il a dit effectivement que c'était son vœu et qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre pour que la CNC arrive au final avec un seul candidat. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et je pense qu'ils sont en train de travailler dans cette voie-là. De l'autre côté, comme il a dit, à finissant aussi à sa coalition, et je ne pense pas que, quel que soit ce qu'on lui prête comme intention, il ait pour ambition de faire en sorte que Ouattara soit réélu. Voilà. Donc, je pense que dans les deux camps, que ce soit l'AFD ou la CNC, sont dans une logique d'affrontement et de prise de pouvoir. Donc, on est à 5 mois. C'est vrai qu'il y a quelques tergiversations au niveau de la CNC avec M. Siamara, dont la position ne semble pas être tout à fait claire, mais dans leur propre intérêt, ils doivent aller en rang serré face au candidat du RHDP. Alors, selon vous, M. Sindou, comment arriver à cette union sacrée? Faudra-t-il peut-être attendre le second tour, s'il y a, de la présidentielle pour aller vers cette union sacrée, comme l'a fait le RHDP en 2010? Non, moi, j'avoue que comment y arriver n'est pas ma préoccupation. Pourquoi? Non, je ne suis pas à la couleur de donner des stratégies. Maintenant, si vous me demandez... Comment ne pas y arriver? Non, est-ce qu'ils vont y arriver? Ok. Maintenant, moi, je n'y crois pas, parce qu'on a aujourd'hui une opposition hétéroclite. Même dans les entités qu'on a citées, il y a trop de divergences et les ambitions sont trop prononcées. Je prends la CNC, qui est composé aujourd'hui d'individus, dont Essi Amara, Charles Konabani, qu'on a appelé les grands favoris, les irréductibles. Qu'on a appelé les irréductibles. Donc, ils sont partis, en tout cas, qui n'ont pas soutenu l'appel de Daokro parce qu'ils estimaient que cet appel-là... C'est une trahison. Mais selon vous, aujourd'hui, comment on pourrait arriver justement à créer cette union sacrée? On va aller du côté de l'OTAN avec Très bien, cher ami, moi je pense que... Parce qu'il faut y arriver, finalement. D'abord, on ne peut pas dire que le RHDP est un monstre, ou du moins une machine. C'est une machine en carton. Parce que d'abord, la division dont vous parlez, que vous indiquez au niveau de l'opposition, il y a aussi une division au niveau de RHDP. Parce que d'abord, on a banni est parti de là-bas, les PDCI. Oui, mais bon, les 4 irréductibles que vous citez, évidemment, dans votre discours, ne représentent que 4 voix. Ce n'est pas valorisant que d'appeler des gens irréductibles. Après, si vous voulez, c'est de la rhétorique politique. Ce sont des gens qui viennent du monde. D'abord, il faut considérer. Donc, pour vous, à leur niveau, ils n'ont que le nom. On a vu. Oui, mais pour l'instant, le RHDP est clair et tout le monde le sait. Oui, ils ont leur candidat, c'est sûr. Ils ont un candidat. c'est sûr. Au niveau de la CNC. Ça ne veut pas dire qu'ils drainent du monde. C'est ce qu'il veut dire. Maintenant, concernant la CNC. Le temps se sent proche de quelle opposition? Celle dirigée par Afi ou... Nous sommes des cultures de gauche. De gauche Afi ou de gauche Mamadou Koulibaly? Je parle de la CNC et de l'AFD, qui sont un peu... Je parle des porte-voix. Ok. Qui, pour l'instant, sera candidat en 2015 pour vous. C'est ce que le parti a décidé. Ok. Dans raison de plus. Maintenant, au niveau de l'Union, puisque c'est la question qui a été posée. Comment faire pour s'unir?
je pense que la structure ne fait que commencer. Ouais. Allez-y, allez-y. La structure ne fait que se mettre en place. Donc, c'est au fur et à mesure que... Alors, on se demande, en fait, est-ce qu'on ne va pas aller vers un report de ces élections présidentielles, vu comment, ça, c'est impossible, déjà que la CNC traîne les pas, va tenter autant que faire se peut de dire que les choses ne sont pas en place. On a vu le président Afin Guessan demander justement une rallonge au niveau de la révision de la liste électorale. Alors tout porte à croire que cette élection 2015, cette élection présidentielle, risque de ne pas se faire dans les temps, M. Assalé. Si on s'en tient au propos du président de la République, il a dit que son vœu était que le délai constitutionnel soit respecté et qu'en principe, lui-même a perdu 4 mois sur ce mandat. Et ce qu'il dit est vrai, puisqu'il n'a prêté serment que le 21 mai 2011, soit 4 mois après l'élection. Donc si on devait se tenir, c'est ce qui se passe un peu au Burundi, quand l'autre dit qu'il n'a pas été élu au suffrage universel et que donc le premier mandat ne compte pas. Donc si on veut tenir compte de ce raisonnement, on peut dire non, il faut que M. Ouattara rattrape ces 4 mois et que les élections aient lieu en mai 2016. Mais il a dit qu'il veut que le délai constitutionnel soit respecté. Maintenant, est-ce que sur le terrain, la CEI sera prête, avec tout ce qu'il y a comme contradiction, avec tout ce qu'il y a comme exigence de la part de l'opposition? Est-ce que, d'abord, même financièrement, on a les moyens d'organiser cette élection? Est-ce qu'on a sécurisé le budget pour faire cette élection? Voilà, en 2010, on a eu l'appui des bailleurs de fonds extérieurs. Maintenant, on est un pays qui est normalisé. Donc, notre élection doit être financée entièrement par la Caisse nationale. Et donc, est-ce qu'on aura tout ça en place avant 5 mois pour aller aux élections? Il y a encore des points d'ombre. Alafé Ouakili, évidemment, pour terminer sur cette question, se dirige-t-on vers un report des élections, de l'élection présidentielle surtout? Non, il y a des risques. Mais moi, je souhaite et je prie vraiment tous les acteurs politiques d'éviter cela, parce que ça nous mettait dans une période d'incertitude et d'instabilité. Donc, il faut ouvrir le dialogue, aller dans les discussions, trouver des consensus. Il reste 5 mois, c'est possible que le gouvernement, la CNC, l'AFD et les autres forces s'asseyent pour parler et puis trouver un accord minimal permettant d'aller à l'élection. Il faut s'en tenir à la Constitution, parce que si on en sort, on va mettre en place une transition, on va créer des mécanismes et on risque de partir pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, alors qu'on en est sorti là déjà un peu. Donc, de retourner dans cet engrenage. Et puis, il y aura le désordre. Les gens vont dire, bon, écoute, on peut faire ceci, on peut faire cela. Chacun va vouloir tenter. En tout cas, pour l'instant, vous militez pour qu'on respecte la date. Oui, il y a des risques, il y a des tensions, mais je milite pour qu'on respecte la date, tout en maintenant la discussion. Monsieur Sindou, quand on regarde un peu, quand on lit l'actualité, est-ce que c'est sûr qu'on pourrait aller justement au respect de cette date fixée par la Constitution? Au plan politique, au nom du dialogue, moi, je n'exclus pas que certaines attentes de la CNC soient prises en compte. Comme on dit, ce sont des Ivoiriens, ce sont des leaders de la politique nationale. Même si, je le répète, leur réveil est tardif, ils prennent vraiment un train qui est déjà en marche. Je pense qu'il faut le faire. Et je pense qu'on va vers quelque chose de ce genre, puisque j'ai assisté à des tractations cette semaine. Il y a la représentante du secrétaire général de l'ONU qui est allée rencontrer la CNC. Je crois que dans les semaines qui arrivent, on pourrait assister à une sorte de modus vivendi entre la CNC et le gouvernement. Maintenant, au plan pratique, nous sommes là dans la phase de révision de la liste électorale, donc, qui prend fin juin. Et après, on va entrer dans le contentieux, c'est-à-dire on va publier la liste et les gens vont venir faire des vérifications. Et on va afficher la liste définitive. Et puis les candidatures seront enregistrées et jusqu'en septembre, la campagne sera ouverte. Moi, je pense que s'il n'y a pas de problème majeur, avec la volonté, on peut tenir les délais. On termine justement cette émission avec M. Germain Sewé du quotidien Le Temps, c'est ça. Pour vous, y a-t-il des risques ou des menaces pour le report de l'élection présidentielle de 2015? Je pense qu'en politique, c'est bien possible qu'on reporte les élections. Ce n'est pas dramatique. Vous savez que la première élection devait avoir lieu en 2005. Je vais parler des élections passées, en 2005. Mais à cause des problèmes pratiques, on n'est pas jusqu'à 2010. Donc ça veut dire que quand il y a des problèmes, pour éviter qu'il y ait un drame, on peut repousser un peu. Mais déjà, même au sein concernant le candidat du RHDP,
n'a pas fini de régler son problème d'éligibilité. Il n'est pas encore Vous êtes encore sur cette question d'éligibilité de M. Alassane Ouattara. Pourquoi vous dites encore comme si c'était déjà réglé? Alors, attendez, on ne va pas revenir. En fait, moi, ce que je relève, c'est ce que j'ai dit. Mais le risque, c'est que la CNC reste en marge du processus. Parce qu'avec des revendications intenables, merci beaucoup. avec des revendications aussi intenables, je crois qu'il faut craindre que la CNC persiste. Je ne sais pas s'il faut revenir peut-être dans un autre débat sur la question de l'éligibilité de M. Ouattara, une question qui aura posé beaucoup de problèmes en 2010, une question sur laquelle je ne crois pas qu'il soit intéressant de revenir. Messieurs, Germain Sewé, évidemment. Je vais régler, revient toujours. Merci Germain Sewé, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Le Temps, monsieur. Journaliste écrivain, monsieur Cissé Sindou, qui est le rédacteur en chef du quotidien Nord-Sud. Et puis, évidemment, l'habitué de ce plateau, monsieur Assalé Tiemoko, directeur général du bi-hebdomadaire L'éléphant déchaîné. Et il nous a fait l'honneur et le plaisir de s'associer à nous pour ce débat. Monsieur Alafé Wakili, qui est le directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots.